Face à une Amérique qui s'impatiente, l'Ukraine et l'Europe accélèrent donc le rythme des discussions sous pression américaine après visiblement ce coup de fil tendu hier. Donald Trump a reçu ce matin des propositions sur des concessions territoriales. C'est l'un des sujets sensibles qui fait blocage. Lors d'une visioconférence avec la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, Trump a redit sa volonté de mettre fin au conflit en Ukraine rapidement. Les Européens et Kiev continuent de faire bloc malgré ce climat qui se tend. Noémie Roche. Autour du président ukrainien, les Européens font bloc pour tenter de peser sur les pourparlers visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. Mercredi, le Premier ministre britannique, le président français et le chancelier allemand ont discuté pendant 40 minutes par téléphone avec le président américain. Objectif, avancer sur un plan de paix, alors que Donald Trump met la pression et affiche de plus en plus son impatience. Ils aimeraient que nous assistions à une réunion ce week-end en Europe et nous prendrons une décision en fonction de ce qu'ils nous répondront. Nous ne voulons pas perdre notre temps. Parfois, il faut laisser les gens se débrouiller seuls et parfois non. Mais le problème de les laisser se débrouiller seuls, c'est que vous perdez des milliers de personnes chaque semaine. C'est ridicule, toute cette situation est ridicule. Déterminé à obtenir une solution négociée, Kiev a remis mercredi à Washington une nouvelle version de son plan pour mettre fin à la guerre. Il s'agit d'une contre-proposition au plan américain dévoilée il y a 3 semaines, un texte que Kiev et les Européens ont jugé trop favorable à Moscou, car il prévoyait de céder à la Russie des territoires non conquis. Face à la posture américaine, les Européens tentent donc de reprendre la main dans la bataille diplomatique autour de l'avenir de l'Ukraine. Après la réunion jeudi en visioconférence de la coalition des volontaires, une nouvelle rencontre est prévue lundi à Berlin. Les Européens veulent aussi avancer sur l'utilisation des avoirs russes gelés pour financer l'Ukraine avant le sommet européen des 18 et 19 décembre. Des Européens qui se trouvent à un tournant. Publiée la semaine dernière, la nouvelle stratégie de sécurité nationale américaine dépeint l'Europe comme faible et appelle le continent à prendre en main sa propre défense. Voilà, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de séquences qui se jouent parfois en même temps. Anne Corpet, bonjour. On va tenter de les décrypter et se concentrer évidemment sur cette Europe qui essaie de faire bloc autour de Volodymyr Zelensky. 2 choses qui ressortent finalement ces dernières heures. L'Amérique tape du pied, s'impatiente, et les Européens, eux, essayent de rester calmes et de rester proches, soudés avec les Ukrainiens. Oui, et la conversation hier entre les 3 dirigeants britanniques, allemands, français et Donald Trump semble en effet avoir été tendue, puisque Donald Trump dit avoir employé des mots assez fort, et puis il a dit que les États-Unis ne voulaient pas perdre leur temps. En gros, il est très impatient de conclure. D'après le Financial Times, Donald Trump voudrait aboutir à un accord cette fois avant Noël. Alors, le chancelier allemand a lui décrit un entretien très constructif, une proposition concernant des concessions territoriales ukrainiennes a été soumise au président américain, a précisé Friedrich Merz. On ne sait pas exactement lesquels, mais pour rappel, le plan américain initial prévoyait que les Russes mettent la main sur l'intégralité du Donbass et que les États-Unis reconnaissent la souveraineté de Moscou sur cette région. Vladimir Poutine considère le Donbass comme une partie intégrante de la Russie. Il a prévenu que si l'Ukraine refusait de céder cette région, eh bien, ses troupes les prendraient par la force. Mais rétrocéder l'intégralité d'une région qui n'a pas été entièrement conquise par les Russes, c'est inacceptable pour Kiev, d'autant que le Donbass, c'est un grand bassin industriel qui regorge de ressources minières, de charbon, mais aussi de minerais. Il y a un enjeu agricole qui n'est pas négligeable, au moins 2 800 000 hectares de terres arables. Et puis, surtout, rétrocéder le Donbass aurait un lourd coût humain. Il y a encore 200 000 personnes qui vivent dans la partie sous contrôle ukrainien. Alors, on ignore quelles concessions territoriales Kiev serait prête à faire, mais il semble exclu que l'Ukraine accepte de céder des terres qu'elle a jusqu'ici réussi à défendre au prix d'immenses sacrifices humains.
Les Ukrainiens qui ont fourni leur plan de paix, leur propre version du plan de paix aux Américains hier soir, on va en parler dans quelques instants, mais j'aimerais qu'on fasse une parenthèse parce que le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, qui est à Berlin, vient de prendre la parole en ce début d'après-midi. Il a estimé et il a dit qu'il était très positif sur le fait, on entend beaucoup d'espoir là-dedans, que les Américains et les Européens écriraient la même page pour l'Ukraine à l'avenir. En revanche, il est beaucoup plus inquiétant lorsqu'il prévient l'Europe et met en garde. Nous sommes la prochaine cible des Russes. Pierre Benazet, dit-il. Pierre qui est à Bruxelles, où se trouve le siège de l'OTAN. Il met en garde sur le fait que nous allons connaître, nous aussi, une guerre de même échelle qu'a connue nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Oui, effectivement, c'est le contenu des déclarations de Mark Rutte. On sait que depuis qu'il a succédé à Jens Stoltenberg aux commandes de l'OTAN, il n'est que sur un seul chapitre. Évidemment, c'est la guerre en Ukraine. L'Alliance Atlantique s'est recentrée sur son cœur de métier depuis l'invasion et l'occupation de la Crimée par la Russie en 2014. Et depuis, l'OTAN ne cesse d'avertir les Européens de la nécessité pour eux de réarmer. L'invasion de l'Ukraine de 2022, la deuxième invasion, donc, a sonné comme un signal d'alarme qui a permis à l'OTAN et aux alliés européens à l'intérieur de l'OTAN de recommencer à se réarmer et à effectivement prendre conscience des enjeux du moment. Il y aura une guerre, ce n'est pas certain évidemment, mais on le sait bien que toutes les agences de renseignement des alliés européens ont des renseignements et des avertissements concomitants qui parlent d'une offensive possible, quelle qu'en soit l'échelle d'ici quelques années, en tout cas avant 2030. Il y a évidemment des inquiétudes plus particulièrement du côté des pays baltes qui estiment que pour eux, la Russie pourrait avoir tout simplement envie de les réannexer, de reconstruire l'Union soviétique en quelque sorte. Ils sont aux premières loges et le secrétaire général de l'OTAN avertit une guerre comme celle de la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Évidemment, c'est un peu ça qui sous-tend son message. L'Europe est la cible. Et évidemment, c'est ce que les Européens estiment depuis cette deuxième invasion de l'Ukraine en 2022, à savoir que tout ce que fait la Russie pour l'instant est un petit peu valeur de test. Et si il laisse l'Ukraine trop faible et s'il n'aide pas l'Ukraine face à Moscou, et si par exemple il y a des concessions territoriales et ce genre de choses, c'est la porte ouverte à de nouvelles ambitions russes. Et c'est ça que souligne ce matin Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN. Merci beaucoup Pierre, en direct de Bruxelles pour France 24. Évidemment une prise de parole qui intervient dans un contexte très particulier. On fait peut-être aussi un peu monter les enchères parce qu'il y a ce plan de paix donc, ukrainien qui a été remis aux Américains. Regardons rapidement ce qu'on en sait. Finalement, la partie ukrainienne n'a pas voulu en dire beaucoup. Elle attend de savoir comment l'Amérique va réagir. Une proposition divisée en 3 documents, d'un accord cadre en 20 points, un document sur la reconstruction de l'Ukraine après la guerre, mais surtout, point cher aux Européens, et on vient de le comprendre ici après ces propos de Mark Rutte, un document sur la question des garanties de sécurité. Oui, alors ces garanties de sécurité, elles sont d'abord indispensables pour l'Ukraine elle-même. Je parlais il y a un instant du Donbass. La conquête du Donbass privilégierait de nouvelles possibles attaques russes, lui offrirait une position très avantageuse parce que c'est la première ligne de défense de l'Ukraine. C'est l'une des zones les plus fortifiées du pays avec de profonds de tranchées anti-chars, par exemple. Et de manière générale, il faut dire que Kiev et les Européens sont très échaudés par les violations successives de tous les accords qui avaient été signés par Moscou, accords de Minsk 1 et 2, et puis surtout le mémorandum de Budapest, vous savez, ce texte signé en 1994 qui garantissait l'intégrité territoriale de l'Ukraine en échange de son renoncement aux armes nucléaires. On sait ce qu'il en est advenu. Et puis, les Européens, pour leur part, estiment que l'Ukraine constitue, en fait, un premier rempart indispensable contre la Russie, que assurer sa sécurité. Et finalement, c'est un enjeu crucial pour la sécurité de l'ensemble du continent, d'autant que dans sa nouvelle stratégie de sécurité nationale, Washington semble avoir une position très conciliante à l'égard de la Russie et semble vouloir se désengager de l'alliance
Atlantique, les services de renseignement occidentaux, Pierre Benazel rappelait à l'instant, estiment que la Russie sera en capacité d'attaquer un pays membre de l'Union européenne d'ici 2 à 3 ans. Et puis il faut rappeler que Moscou mène déjà une guerre hybride très offensive contre les pays européens. Mais le plan initial des États-Unis est resté très flou sur ces garanties de sécurité exigées par Kiev et par les Européens. Alors, il y a bien la coalition des volontaires qui se dit prête à se déployer en Ukraine, mais seulement en deuxième ligne, seulement en cas de cessez-le-feu et seulement si les Américains assurent leurs arrières. Mais Vladimir Poutine, lui, a toujours exclu tout positionnement de troupes de l'OTAN en Ukraine. Pour rappel, en juin dernier, le chef de l'État russe avait déclaré « Les Russes et les Ukrainiens forment un seul peuple et dans ce sens, toute l'Ukraine est nôtre ». C'est un peu inquiétant. Les Russes qui, d'ailleurs, se feraient presque passer pour des victimes. En ce moment, le Kremlin qui assure avoir été victime de la plus grosse attaque de drones ukrainienne depuis le début de la guerre. Oui, alors le Kremlin cherche tout le temps à inverser le narratif, à se présenter comme victime, alors que Moscou est bien évidemment l'agresseur et continue de bombarder massivement chaque jour tout le territoire ukrainien, cibles civiles comprises. Alors le ministère russe de la Défense a effectivement dit avoir abattu 287 drones la nuit dernière, dont 32 qui se dirigeaient vers la capitale, Moscou. Il y a d'ailleurs eu des vols interrompus, enfin des départs de vols interrompus dans les aéroports de la capitale russe. Alors c'est vrai que l'Ukraine frappe régulièrement la Russie, notamment avec des cibles pour cible des infrastructures énergétique et militaire. Selon l'agence Bloomberg, les drones ukrainiens ont d'ailleurs touché une plateforme offshore en mer Caspienne, avec ce qui a abouti à l'interruption de la production de 20 puits de pétrole russes. L'objectif, c'est bien sûr de tarir les ressources financières de Moscou, qui reposent sur ses exportations d'hydrocarbures, et avec un certain succès, parce que selon l'Agence internationale de l'énergie, les revenus d'exportation de pétrole russe ont atteint en novembre leur plus bas niveau depuis le début de l'invasion en Ukraine. Alors, l'économie russe a prouvé sa résilience, mais elle montre des signes d'essoufflement. En juin dernier, le ministre russe du développement économique avait estimé que la Russie était au bord de la récession. Vladimir Poutine a, lui, exclu cette hypothèse. Le Kremlin est déterminé à poursuivre sa guerre à n'importe quel prix. Merci beaucoup Anne Corpet pour ce décryptage, grosse séquence diplomatique donc qui se poursuit sur ce dossier ukrainien.